McCrispy strips are now at McDonald's. Tender, juicy, and its own sauce. Would you look at that? Well, you can't see it, but trust me, it looks delicious. New McCrispy strips, now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Je lui envoie un message, je lui dis écoute, je suis enceinte. Et il me répond trois petits points. Alors on a un problème. Je sais plus si c'est par message ou si c'est le soir, mais bon, peu importe. Il me dit on a un problème parce que je ne t'aime plus. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Je suis en compagnie d'Estelle, qui est avec moi, connectée depuis Marseille. Salut Estelle, comment vas-tu ? Eh bien ça va, un peu stressée comme absolument tout le monde. On va faire original. Je crois que ça peut être la phrase de début de tous les épisodes de Crush. Estelle, avant que tu me racontes l'histoire de ta rencontre avec Benoît, il y a 13 ans, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te décrire en 5 hashtags ? Oui, j'ai réussi. Ça a dû changer 15 fois depuis que j'y réfléchis, mais ça y est. Je vais commencer par out of the box parce que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé en thérapie ou en développement personnel. Je crois que j'avais besoin de rentrer dans des cases, mais mon caractère fait qu'en fait, j'ai besoin de sortir de ces cases. Donc, je peux citer toutes les cases que j'ai cochées, mais aujourd'hui, j'ai vachement envie de m'en affranchir, en fait. Tu avais un deuxième hashtag qui était mettre des paillettes dans sa vie. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est que en fait, si je m'étais bloquée à pas faire les choses parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'aurais jamais rien fait. Et j'essaie de vivre vraiment au présent et de saisir toutes les opportunités. Et alors, oui, du coup, j'ai jamais d'argent en fait parce que je passe mon temps à le dépenser, mais je mets des paillettes dans ma vie et dans ceux de mon entourage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que tu as un autre hashtag ? Tu m'as dit blogueuse. Je raconte ma vie depuis toujours. J'avais des journaux intimes quand j'étais petite, 6 ans, je crois, j'ai retrouvé le premier, donc vraiment, toujours. J'ai eu un Skyblog, j'ai eu un blog. Oui, puis je l'ai enregistré, maintenant qu'ils ont tout arrêté. J'ai archivé, parce que j'ai besoin de tout garder. Je raconte ma vie, voilà, et c'est bien pour ça que j'ai absolument aucune difficulté à venir aujourd'hui. Ça me plaît, voilà. J'ai besoin d'être une star, j'ai besoin de m'exprimer. Ok, ça c'est assumé. Voilà. Le 4e hashtag, c'était citation, je crois. Citation, parce qu'au début, je commençais à faire des hashtags à rallonge avec des citations et je me suis dit non, on va résumer ça avec citation. J'ai une phrase de Nietzsche qui est tatouée sur ma cheville. Donc, c'est ce qui ne tue pas nous rend plus forts, que j'ai appris au lycée et qui est quelque chose de très important dans ma vie depuis, tellement que je l'ai mis sur mon corps. Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. C'est aussi Nietzsche. Et mon prénom veut dire étoile, en fait. Et j'ai quelque chose qui peut bien expliquer, on va dire, mon histoire plus tard, dans l'ensemble de ma vie. C'est quelque chose de Zola. Elle ne changeait pas. Elle, quand elle aimait les gens, ça durait toute la vie. Elle ne comprenait pas l'abandon. Cela était une chose énorme, monstrueuse, qui ne pouvait entrer dans son petit cœur sans le faire éclater. Et je l'aime beaucoup, celle-là. Très jolie. Et tu as un dernier hashtag ? Oui, we can do it. Ça va un petit peu avec tout le reste. Pour moi, quand on veut, on peut. Alors, je me suis heurtée dans la vie à des fois, ça suffit pas, mais vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, à partir du moment où je le veux, je vais le faire. Ça va avec les paillettes dans ma vie, c'est que j'ai réalisé énormément de rêves dans ma petite vie, parce que j'ai 34 ans, j'ai encore des choses à faire. Mais ça, j'ai pas peur, enfin, j'ai peur, mais je le dépasse. Donc là, ça me stresse de faire ça, mais je le fais parce que je sais que je peux le faire. Merci beaucoup pour ce hashtag, Estelle. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me raconter comment s'est passée ton enfance, dans quel environnement familial tu as grandi
quel était le modèle, de couple que tu avais sous les yeux avec tes parents? Et si tu penses que ça a influencé, ta vision de l'amour au moment où tu rentres dans la vie, affective? Alors moi, je suis, j'aime beaucoup la formulation, le trait d'union d'une famille recomposée. Mes parents sont toujours ensemble, je n'ai connu que mes parents ensemble, mais moi je suis la petite dernière, j'ai des demi-frères et sœurs qui, eux, n'ont pas du tout la même histoire parce que eux, leurs parents se sont séparés pour se mettre ensemble et ils se sont toujours connus. Donc en fait, mes parents étaient des couples d'amis. C'est pas forcément une super histoire d'amour de base. Mes frères et sœurs se sont toujours connus en fait. J'ai eu l'impression de grandir en petite fille unique, alors que pas du tout. C'est vraiment, adolescente que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais issue d'une famille nombreuse. Mais enfant, je m'en suis pas rendu compte. J'ai tellement d'écart d'âge avec mes frères et sœurs que, beh, le quotidien, j'en ai pas souvenir. J'ai souvenir de repas de famille. Et tes parents, tu les as toujours vus très amoureux? Est-ce qu'ils étaient, démonstratifs? Est-ce que tu idéalisais leur couple ou au contraire, tu voulais te construire en opposition? J'idéalise, oui, j'idéalise plutôt. Je suis très, très fière de mon éducation, qui est celle qu'ils m'ont donnée et que j'ai envie de retransmettre. Ils ont eu une phase où ils se sont pas mal disputés et je sais que je le disais tout le temps: «Arrêtez de vous disputer!» C'est quelque chose qu'eux ne supportent pas et voilà, enfin, ils l'ont dépassé. C'était plus parce que l'environnement faisait que, bah, ça allait pas bien dans notre vie et du coup, il y avait des tensions. Ils m'en ont beaucoup protégée. C'est globalement, je suis la petite dernière et c'est toujours le cas. On me protège des informations sensibles et cetera. Alors je suis plus un bébé, mais dans leur tête toujours, je suis la petite protégée. Voilà, donc on m'a beaucoup, enfermée dans une bulle et donc moi j'ai grandi dans une famille aimante, mignonne, cuicui les petits oiseaux. OK. Est-ce que tu fantasmais la grande histoire d'amour, avec une seule personne que tu allais rencontrer lors d'une rencontre incroyable? Ah oui et non, parce que, j'ai toujours eu un amoureux. Bon, vraiment dans ma vie, je n'ai jamais été, pas amoureuse de quelqu'un, mais pendant très longtemps, je m'imaginais alors je me voyais toujours me marier, princesse je suis très princesse, voilà, je voyais le grand mariage, les enfants et cetera, mais il y a toujours un moment où je m'imaginais, maman solo. Je ne me l'expliquais pas, mais il y avait au fond de moi quelque chose qui me disait que l'amour dure toujours, pas forcément. Je l'intellectualisais pas à l'époque. Est-ce qu'on peut revenir, Estelle, il y a 13 ans, quand tu as 21 ans, en 2011 et que tu t'apprêtes à croiser le chemin de Benoît. Quelle est ta vie à ce moment-là? Tu as donc 21 ans, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il se passe des choses particulières dans ta vie? Tu es dans quel état d'esprit? Oh oui, il se passe plein de choses. Donc j'ai 21 ans, j'habite, à Marseille. Je suis en STAPS cette année-là et je viens de prendre mon appart. J'étais chez mes parents, j'avais un appart chez mes parents et là, depuis janvier, donc on est en mai, mais depuis janvier, j'ai un appart à Marseille. Appart que je devais prendre avec mon fiancé de l'époque, j'étais fiancée et qui, 15 jours avant qu'on signe l'appart, m'a larguée comme une grosse merde devant toute la fac. Enfin, c'était la tragédie et c'est important pour la suite. Il est parti vivre en Suisse avec une Suisse. Mon petit cœur brisé, c'était pas la première fois, mais là, rupture très, très difficile. Donc j'ai pris mon appart, j'ai habité toute seule. J'ai été célibataire, je pense que c'est la période où j'étais le plus longtemps seule, bien 6 mois et en fait, j'avais pour projet de là, j'étais en STAPS à Marseille, mais je voulais, aller en licence pro métier du jeu et du jouet que j'avais trouvé et qui était à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Je venais de trouver cette formation-là, je voulais donc partir du sud et beh, mon fiancé de l'époque, en fait, ça faisait partie des choses qui, beh, ça l'intéressait pas de partir et donc j'étais, voilà, en mode, je vais partir, loin de ma famille, loin de mes amis et je vais me rendre donc à mon entretien pour rentrer en licence pro à Cholet. OK, donc tu arrives à Cholet pour ton entretien. Tu es stressée? Très, très stressée. Je suis montée avec ma maman et ma tante, donc je suis pas toute seule, mais elles me laissent devant la fac, et je rentre toute seule et oui, oui, je suis en gros stress, habillée à 21 ans, on n'a pas encore fait d'entretien d'embauche. Ça, c'est mon premier entretien comme un entretien d'embauche devant un jury qui va décider si ou non je peux intégrer cette formation. Donc j'arrive dans cette, petite fac, c'est une toute petite, école dans une petite ville et je suis toute seule dans les couloirs
et un couloir un peu dans le noir d'ailleurs, pas très allumé, et je cherche la porte pour l'entretien, et dans ce couloir-là, il y a des chaises et il y a quelqu'un qui est déjà assis. Donc ce quelqu'un, c'est un grand blond aux yeux bleus qui, je me souviens plus comment il est habillé, mais il est là, il est bien, normalement il est plutôt bien habillé, et il me dit pas comment il s'appelle, donc j'en ai aucune idée. Je m'assois à côté de lui, et moi, quand je suis stressée, je rigole bêtement, nerveusement. Donc en fait, quel que soit le truc qu'il me raconte, je suis morte de rire, et je me souviens il me raconte vraiment, «Ah ben, je suis arrivé, de la gare, j'ai marché à pied, c'est vraiment une ville désertique, il y a rien. J'ai croisé un seul bar et il y avait marqué, fermeture définitive», et moi, mais je fais que rigoler. Mais je vois dans ses yeux qu'il comprend pas pourquoi il me fait rire, en fait, et c'est encore plus mignon parce que, d'un coup, lui, il a dû rebooster son ego et moi, ça me déstresse. Donc j'arrive, je rentre dans la salle de l'entretien, je suis, souriante, pétillante, et c'est grâce à lui concrètement. Comment se passe l'entretien? Très bien, j'ai envie de rentrer dans cette formation. Le jury, enfin, c'est mes futurs profs, tous les feux sont au vert. Ils trouvent que mon profil est intéressant. Ils me conseillent même déjà des noms d'entreprises pour faire mon stage de fin d'études. Enfin voilà, bien embarquée. Je repars, je dis juste bonne chance, à ce charmant jeune homme. En sortant de la fac, je retrouve ma mère et je me souviens je lui dis directement, «Ah j'ai attendu avec quelqu'un, il était super sympa, j'espère que je le recroiserai à la rentrée. Si je suis prise, s'il est pris». Cut, premier épisode. Épisode 1, la rencontre. Quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, j'ai un copain à ce moment-là, dans un petit amour d'été, mais bon, je suis partie vraiment à l'autre bout de la France, hein, quand même. Avec toutes mes affaires, j'ai emménagé dans un appart étudiant, alors l'équivalent d'à Marseille, d'un 9 m² en Crous, c'était un 50 m² à Cholet. Donc j'ai la vie royale. Donc je pensais y faire ma vie à Cholet. J'ai déménagé toute ma vie, voilà, je suis partie, quoi. Et donc à la rentrée, je connais absolument personne, c'est normal, je connais absolument personne sauf une personne, un grand blond avec un t-shirt vert, parce qu'évidemment, je ne vais pas lui parler. Même pas, j'ai dû lui faire coucou ni rien. Enfin, tu l'as reconnu? impressionnée. Oui, oui, je l'ai très bien reconnu. Je sais très bien que c'est lui, mais je ne me souviens pas lui avoir parlé. Donc, pendant une bonne semaine, je me fais déjà 2-3 copines. Tout de suite, je leur dis: «Alors lui, t-shirt vert, j'ai passé l'entretien avec, j'avais très envie qu'il soit là à la rentrée. Lui, je veux», et je manigance déjà. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir passer du temps avec lui, pouvoir lui parler, on est une classe de 30 élèves et je réfléchis avec mes copines avec comment je vais faire pour avoir son prénom déjà et pour réussir à faire quelque chose. Bon, j'avais un copain, mais exit. Là, dans ma tête, il n'existe plus déjà, c'est terminé. Il va falloir que je l'informe, mais il faut que je trouve, voilà, un moyen de parler à t-shirt vert. Je vais organiser chaque week-end une soirée en invitant toute la promo pour qu'il y ait une seule personne toutes les semaines. Donc j'avais, entre 5 et 15 personnes chez moi parce qu'on n'était pas non plus beaucoup à ne pas venir du coin, parce que globalement les étudiants venaient de pas loin. Donc c'était tous ceux qui restaient là le week-end. Il y avait des soirées chez moi tous les week-ends pendant, 2-3 mois, mais juste pour qu'il y ait, t-shirt vert, qui a fini par avoir un prénom. Il s'appelle Benoît. Et donc Benoît finit par venir à une de tes soirées? Non, il vient à toutes les soirées, en fait. On découvre rapidement on est 3 dans la promo à venir du sud. Hasard de dingue! Moi, je suis de Marseille, j'ai une copine qui vient de Toulon et lui vient de Montpellier, alors qu'absolument tous les autres, sont pas très, très loin. Donc ça nous fait un point commun déjà, nous sommes sudistes, et à chaque fois en soirée, il continue à me faire beaucoup rire parce qu'il lui arrive que des problèmes dans son appart. C'est la première fois qu'il vit tout seul lui aussi. Très spécifiquement, parce que je m'en souviens très, très bien, il me raconte qu'il galère à chaque fois qu'il va laver son linge. Donc il va au Lavomatic, et première fois, il avait pas de pièces, deuxième fois, il avait pas de lessive, troisième fois, il a toujours des problèmes. Il n'arrive pas à faire sa lessive. Donc, grand prince, je lui dis: «Mais tu peux faire la lessive chez moi si tu veux». Et j'ai fait sa lessive. Oh waouh! Je sais pas si c'est le meilleur départ de relation, hein, Estelle? Mais j'avais une petite clé d'entrée, mais j'avais pas son numéro à ce moment-là. Donc je n'avais que, on devait parler en soirée, en cours. Je lui propose de faire sa lessive, mais c'est tout.
Et il y a un jour où il était malade et donc il était pas en cours. J'ai, dû demander à un collègue de promo: «Ah, tu pas le numéro de Benoît? Je vais lui donner les cours». Il me fait trouver une excuse. J'ai son numéro, je commence à lui écrire, on commence à discuter. Donc c'était vraiment l'excuse, c'était: «Tu pas en cours, tu vas bien», voilà et ça devait être juste avant les, vacances, les premières vacances de la Toussaint, je pense. Oui, quand même, mon pauvre copain qui existe toujours. Mon problème, c'est qu'il vient me voir à Cholet. Il a déjà son billet d'avion, je peux pas le larguer à distance. Il vient, mais donc du coup, moi, ça me pose quand même problème parce qu'il va falloir que je dise que j'ai un copain, alors que c'est pas mon objectif et que je m'en débarrasse. Donc, dans cette semaine où ce pauvre garçon vient, je lui dis que c'est terminé. Il repart et donc il faut que je case l'information que oui, j'avais un copain, mais je n'en ai plus. Ça, c'est réglé, je pars en vacances, donc je rentre dans le sud, lui aussi. On discute, on discute, on discute. Je suis dans le bus et je me souviens, il comprend pas pourquoi je lui parle, pourquoi je rigole, enfin, il comprend pas. Donc il me demande: «Mais, en fait, tu cherches quoi? Tu veux qu'on soit amis ou plus?» Et je lui réponds du coup, en réfléchissant. Je suis toute seule, je peux pas demander l'avis à mes copines à ce moment-là et je lui réponds, personnellement, j'ai suffisamment d'amis comme ça, point». Cash. Voilà. Bah, c'est facile, c'est du texto, hein. Mais voilà, je le tente. Je suis très, très loin, c'est plus facile, voilà. Du coup, ça y est, il a compris. Il me propose, de venir le chercher à l'aéroport quand on rentre, parce que lui, il va rentrer en avion et je ren non, moi je rentre en avion et lui rentre en train. Donc, je pars de l'aéroport et je vais le chercher à la gare, à Nantes, le veille de la rentrée, je pense. Je prends ma voiture, je vais le chercher et Nantes, c'est à 1 heure de Cholet. Donc pendant 1 heure, on est tous les 2 dans ma voiture, on discute et il se met à me raconter sa vie, mais des informations hyper, intimes, qui, je pense, il a raconté à personne, que je vais pas donner là, parce que ça le concerne vraiment, mais des trucs pas cool de sa vie, de son adolescence, ce qui l'a rendu triste ou quoi et je suis un peu surprise parce que, je fais vraiment sa connaissance, mais en profondeur, on va dire. On arrive chez moi et il m'a ramené de chez lui un aligot. Donc c'est lui qui a fait à manger. Bon, il a pas, épluché les patates et cetera, hein, il a ramené un aligot tout fait qu'il a réchauffé. Mais, c'est la première fois que j'en mange, c'est très, très bon. Il a fait à manger chez moi et après manger, on va dans mon salon. Je me mets sur le bord de mon canapé et il vient vers moi et il m'embrasse. Il est bien ce baiser? Tu t'en rappelles? Oui, oui, je revois vraiment la scène, où je suis sur le bord de mon canapé rouge et où il vient vers moi. Donc là, c'est lui qui est quand même venu vers moi et en fait, il a dormi chez moi et il est plus vraiment reparti après. Il avait son appart, mais concrètement, il a pas trop vu son appart. À partir de là, votre relation, elle commence? Comment elle va se développer? Assez fusionnel. On se sépare très peu. Seule, séparation qu'on a, c'est à Noël quand il faut chacun rentrer un peu dans sa famille. Mais je le rejoins, donc je rencontre, il a rencontré ma sœur qui est venue me voir à Cholet et donc c'était en novembre. On s'est mis ensemble, 2 novembre, je dirais. Voilà, en décembre quand, à Noël, je vais dans sa famille, je rencontre sa famille. Après on retourne, dans notre petit nord à nous. On passe notre vie ensemble, la semaine, le soir, le week-end, voilà, on a un groupe de copains, voilà, de ceux qui restent, ceux que j'avais invités, parce que je faisais beaucoup moins de soirées après, mais bon, voilà, on s'est quand même liés à un petit groupe et on passe notre vie ensemble. On va emménager, donc lui, il est parti faire son stage de fin d'études à Montpellier, donc il est rentré chez lui et moi, je suis en mi-temps en conseiller vendeur. On doit valider notre formation, hein, mais en même temps, je commence à faire le business plan de mon entreprise. Je trouve un master, à Montpellier pour le rejoindre, parce que là, c'est quand même de Marseille, c'est à 2 heures et demie Montpellier. Je passe mes week-ends à aller à Montpellier où il vient, mais ça dure quelques mois et en septembre, je suis inscrite en master à Montpellier pour créer ma boîte. Donc c'est vraiment un master qui va m'aider à créer ma boîte. On emménage ensemble pour de vrai, donc quasiment 1 an après, en fait. Et après, 1 an à Montpellier, quelques mois chez mes parents et après lui trouve son premier vrai poste à Boulogne-sur-Mer, dans le vrai grand nord. Ah oui, ça, c'est le Nord. Ça, on fait bienvenue chez les ch'tis, donc on part du Var, à côté de Sanary et on va
à Boulogne-sur-Mer. Vous allez vous installer là-bas? Ouais. Donc on se retrouve, j'ai 24 ans, le temps est un peu passé. On a acheté notre maison et moi j'ai quand même quitté, mes racines, mon sud. Lui ça le perturbe moins, moi beaucoup plus. J'ai besoin de recréer ma famille, en fait. J'ai été déracinée et je vis mal d'être dans le nord. Il pleut, il fait pas beau, je suis da dans ma maison toute la journée avec, mon e-commerce. Je vois que ses amis à lui, à son travail et beh, j'ai besoin de recréer une famille, on va dire. D'abord, je fais des grossesses nerveuses, c'est ce qui fait que je me rends compte que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant. C'était pas conscientisé à la base, mais c'est mon corps qui se manifeste. On décide de se lancer. Je pense qu'il est pas prêt à ce moment-là. Il me suit, parce qu'il voit que moi j'en ai vraiment très envie et je tombe enceinte assez rapidement. Je suis hyper heureuse. Lui, je sais pas, il manifeste pas qu'il est pas content, mais c'était je pense, il était pas prêt. Mais la veille de ma première échographie, à 3 mois, en fait, je commence à avoir des pertes de sang. On va aux urgences et en fait, je fais une fausse couche et c'était Noël. Premier gros choc, on va dire, jusque-là dans notre vie, ça allait très bien Ouais, ça fait mal ça. et ça Très, ça fait très mal. très, très mal. Ça nous enlève beaucoup de naïveté. Moi qui ai grandi dans un monde de bisounours, là, je me dis: «Ah ouais, en fait, il peut arriver des trucs pas cool dans la vie, c'est pas du tout ce que j'avais prévu». Vous vous soutenez l'un l'autre? Ouais, ouais, il est très présent, c'est à ce moment-là dans notre vie où il m'écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette lettre? Qu'il est je m'en souviens plus, je l'ai pas relu, qu'il est très fier de moi, de nous. Il se serait pas imaginé, faire tout ça si vite. Donc bon, on est quand même à 3-4 ans de relation, hein, moi ça me paraît pas fou quand même. Oui, on est jeunes. Qu'on a acheté une maison, qu'on vit ensemble, on veut être parents, que, oui, lui, il avait pas spécialement prévu que ça aille, vite, mais qu'il est très heureux comme ça. Donc c'est écrit dans cette lettre. Par, grand bonheur, je retombe enceinte sur le retour de couche de ma fausse couche. Là, en fait, il est prêt. Je pense que c'est un mal pour un bien cette fausse couche parce que, il l'avait pas décidé alors que, en fait, là, du coup, il a eu plusieurs mois pour se dire: en fait, maintenant j'en ai envie» et donc ce petit bébé-là, il est attendu et très désiré et bon, là, ça se passe très bien. Moi, j'ai dormi pendant 3 mois, terrorisée qu'il se passe quelque chose et il s'est rien passé. Enfin, il s'est rien j'ai eu tous les maux de grossesse de la terre, histoire de dire: «Bien, je me manifeste». Cette fois-là, ce petit bébé-là, cette petite fille-là, elle est bien là. Elle arrive, alors j'arrête de travailler parce que donc j'ai une entreprise, mais en fait, elle se casse la figure. Je perds mon premier bébé, je perds mon deuxième bébé, parce que je perds mon entreprise, mais en même temps, ça me va bien parce que, je travaillais dans la petite enfance et que, s'occuper de mon bébé, c'est plutôt bien. Donc je suis à la maison, j'ai plus de perspectives professionnelles, moi qui avais énormément d'ambition. Mais cette ambition-là, je l'ai donnée à Benoît parce que lui qui voulait être conseiller vendeur à la base, donc ce que moi j'ai fait, il voulait vendre des jeux de société. Il devient en fait, commercial pour, une grosse maison d'édition et il continue à monter. Je le pousse beaucoup. Je suis toujours en train de lui dire qu'il est capable. Notre petite fille arrive entre-temps quand même, en novembre 2015. Donc moi j'ai 25 ans. Quand je revois les photos, on est 2 bébés qui avons eu un bébé. Mais à ce moment-là, je le vis pas du tout comme, je suis une jeune maman. J'ai l'impression que c'est normal, que j'ai la maturité, et la vie est belle quoi, en fait, j'ai réalisé tous mes rêves dans ma tête, parce que j'ai aussi créé ma boîte. Je recommence à bloguer, en fait, à ce moment-là. Je crée mes réseaux, je parle de la petite enfance, je me réalise énormément professionnellement parce qu'en fait, c'est mon domaine d'expertise, la petite enfance, la puériculture. Ça devient un peu mon métier, en fait. Je l'ai créé, je suis devenue créatrice de contenu, community manager, je commence à avoir des contrats avec des marques. Aux 3 ans de ma fille, je me sors un salaire en indépendant par, la création de contenu et donc pour moi, tout va bien. Je suis un peu, aspirée, en fait, pour moi, Benoît, il est acquis. Il est là, il sera toujours là, pour moi, c'est l'amour de ma vie, je me souviens, parce que je l'ai pas raconté, mais ça, c'est quelque chose de dans les premiers mois de la relation, ma cousine me disait: «Mais comment on sait que c'est le bon?» et je me souviens très bien lui répondre, quand on ne se pose jamais la question et pendant 7 ans, je me suis absolument jamais posé de questions sur ma relation. C'était fluide. Pour moi, je manquais rien, c'était le bon,
Mais du coup, voilà, ça c'est fait, c'est coché, hop, on le range dans une boîte et je me développe, dans ma vie et je fais autre chose et c'est peut-être pas bien. Donc ma fille rentre en maternelle. Je me sors un salaire, il a augmenté de son côté, je vais pouvoir, reprendre une vie professionnelle un peu plus, soutenue, parce qu'elle va aller à l'école et là où pendant 3 ans, j'avais pas du tout, envie d'avoir un deuxième enfant, on se reposait la question régulièrement et à chaque fois la réponse était: «Oh non, non, pas pour le moment, pas pour le moment». Là, ça commence à germer l'idée. Pendant l'été avant qu'elle rentre à l'école, je lui en parle en août 2018 et je lui donne mes freins. Donc moi, mes freins, c'était très basique. C'est, j'avais peur de ne pas autant aimer un deuxième. Donc ça, lui aussi. Il me disait: «Mais on a tellement une trop belle petite fille, imagine, notre bébé, il est moche». Ça, c'était sa peur à lui et moi, c'était: «Mais, moi, j'ai peur de pas pouvoir autant m'en occuper». Là, je voudrais reprendre un peu une activité professionnelle, et du coup, c'était plus, en fait, quand est-ce que ça va être bon dans le planning, en fait? J'animais des cours de motricité, donc j'avais des ateliers et du coup, l'année scolaire allait commencer et en fait, je lui disais: par exemple, là, en fait, ça serait maintenant le bon moment». Mais je flippe un peu, enfin, c'est pas forcément, là que j'avais décidé et lui, il me disait: «Mais, enfin, si c'est juste ça le problème, oui, on y va, en fait». Et je suis un peu surprise parce que là où pendant 7 ans, c'est moi qui prends absolument toutes les décisions, Benoît, c'est un suiveur et là, en fait, c'est moi qui doute de ce deuxième enfant et c'est lui qui me dit, si c'est juste matériel, financier, et que, on en a envie, on y va, en fait. Et je sais que lui, il allait avoir 30 ans, moi j'avais 28 ans et on se disait: «Pour tes 30 ans, ça serait cool qu'on se fasse un voyage». Et ce voyage, soit on le fait là dans quelques mois, mais du coup, être enceinte pour aller au Vietnam, on voulait aller au Vietnam, c'est pas terrible. Soit on attend, après la naissance de ce deuxième bébé et on part après. Et en fait, comme, on était du coup d'un coup décidés à avoir un deuxième, on s'est dit, on lance le deuxième et on partira en voyage après. Donc c'est lui qui prend le lead en fait, et je suis assez fière de lui parce que, c'est la première fois en 7 ans. Du coup, je lui dis: «Mais tu es sûre?» Parce que ça me pas habituel. «Tu es sûre?» «Oui, oui, oui, oui». «Je retire mon stérilet?» «Oui, oui, oui». J'y vais, je retire mon stérilet et là, il part en week-end sans moi. Alors c'est quelque chose qu'on faisait, assez facilement, il avait ses soirées avec ses potes, j'avais mes soirées avec mes potes. Là, il partait chez sa meilleure amie, et j'étais pas invitée. Un week-end, c'était OK à l'époque, ça m'avait pas choquée, les enfants étaient pas invités globalement, enfin voilà, donc j'avais gardé, notre fille. J'avais invité une copine et quand il se revient de ce week-end-là, je le vois distant. Il me dit: «Ah, il faut qu'on parle, en fait, je suis pas prêt, pour le deuxième». Ah, maintenant j'ai retiré mon stérilet en fait, c'était OK, mignon donc mais il change d'avis, quoi. Il fait volte-face. volte-face. Donc là on était, dernière semaine d'août, hein, ça allait rentrer, vers la rentrée et ça me vexe. Je dis: «Bon, voilà, ça me surprenait qu'il ait pris une décision, qu'il change d'avis, ça me surprend pas, mais ça me gonfle». Pour moi, c'est voilà, il a peur, il flippe, comme la première grossesse, donc je lui dis: «Bon, moi j'ai retiré mon stérilet, bon par contre tu gères en fait, je vais pas prendre autre chose, Je tu suis d'accord gères». avec toi. Merci. Sachant que ma première grossesse, c'était lui voulait pas, moi je voulais. Je lui dis: «Moi j'arrête ma pilule, tu gères». Je suis tombée enceinte, c'est très bizarre, donc il ne gère toujours pas, quelques années après. La contraception masculine, pas compris. Pourquoi? Parce que là aussi, tu vas retomber enceinte, du coup? Oui, 15 jours après, en plein dans ce «je veux plus de deuxième», tiens, je suis enceinte en fait. Donc quand je l'apprends, là où, sur les 2 premières c'était, «Oh trop bien!» là je me dis: Merde, ça va pas être une bonne nouvelle». Donc je lui envoie un message. Je me dis comme ça il a la journée. C'était très froid, hein, depuis une semaine, c'était froid entre nous. Je lui envoie un message, je lui dis: écoute, je suis enceinte» et il me répond: «Ah, 3 petits points, alors on a un problème». Je sais plus si c'est par message ou si c'est le soir, mais bon, peu importe. Il me dit: «On a un problème parce que je ne t'aime plus». Mais il te balance ça comme ça d'un coup, d'un seul? Oui et puis, enfin 3 semaines plus tôt, je rappelle, dans la temporalité, il s'est passé 3 semaines, hein. «Faisons un deuxième bébé». D'accord, donc moi je comprends pas. Là, l'expression, «le ciel me tombe sur la tête», vraiment.
je comprends pas. Donc je lui dis de partir. Tu cherches pas à savoir ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu fais le lien avec le week-end où il était rentré bizarre ou pas du tout? Si, ah oui, peut-être pas ce soir-là, mais je lui dis, j'ai «Mais il s'est passé quelque chose ce week-end?» «Non, non, j'ai pris des conscience de choses». Il arrive même pas à s'expliquer. J'ai pas de réponse. Vraiment, c'est le plus dur et plusieurs fois, je lui demande: «Mais il y a quelqu'un?» «Non, non, il y a pas quelqu'un». Je refais le chemin dans ma tête, je dis: «Tiens, il y a ouais, est-ce que je l'ai capté là?» Ouais, j'essaie de chercher des signes, je vois pas, je comprends pas. On se donne une semaine, donc il part chez des amis. Il me dit: «Je vais réfléchir». Moi, pendant cette semaine-là, je cherche plein de solutions. Je me dis: il est en fait, j'avais l'habitude qu'il soit cyclique, surtout à cette période de l'année. Donc en septembre, globalement, il a un passage à vide, une petite dépression et donc ça colle. Donc toi, tu te dis: «Ça va passer». Ça va passer, il faut qu'il y ait du changement dans sa vie, donc je dis: «Je vais lui proposer». Il aime pas forcément, il aime pas la vie dans le Nord. Il aime pas forcément son boulot. Enfin, Ouais. Il te dit pas: «Je veux qu'on se sépare», il te dit: «Je t'aime plus». ouais, il me dit: «Je t'aime plus». Il me dit pas: «On se sépare». C'est hyper violent. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça je trouve que ça ferme beaucoup de portes, en fait. Tu peux pas laisser, le truc comme ça. Il faut absolument que tu aies des explications. Oui, mais n'en m'en donnera pas. Une semaine après, donc moi je voulais lui proposer de tout quitter, de partir en van, de partir en voyage, enfin voilà, de changer de vie, voilà, de se réinventer. Dans ma tête, il pouvait pas être parti pour une femme. Vraiment, c'est inconcevable dans ma tête. Mais j'ai toujours eu une peur avec Benoît, c'était qu'il parte pour un homme. Je sais pas pourquoi, mais c'était un cauchemar récurrent, vraiment. Je sais que j'en ai parlé, enfin, je lui en avais parlé, lui ça le faisait mourir de rire. N'importe quoi, il en parlait à nos amis, du coup, il faisait en soirée, mais nos potes faisaient exprès, ils faisaient lui faire des câlins et tout. C'était une angoisse. S'il me quitte, ça sera pas pour une femme, c'est pour un homme. Et cette semaine-là, comme il va chez des amis et qu'il va avoir aussi, je sais qu'il va avoir des amis, ses collègues hommes, je me dis: «En fait, il est amoureux de son collègue et il va aller lui avouer et il me quitte pour ça». Pas du tout. Ah, tu m'as fait peur, enfin tu m'as fait peur. J'ai fait: «Waouh, en fait, c'est ça». Ah, parce que je précise que je ne connais pas la suite de l'histoire, donc moi je suis pendue aux lèvres d'Estelle. Non, non, donc c'était pas ça. Au bout d'une semaine, donc lui, il revient me voir et moi, j'ai pas le temps de lui expliquer, ma proposition, qui me dit: «Bon, j'ai réfléchi, non, je veux qu'on se sépare. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais moi, cet enfant, j'en veux pas». Quand j'ai dit que j'allais raconter notre histoire, il m'a dit: «Tu vas être méchante». Je dis: «Non, je vais pas être méchante, mais je vais quand même raconter». Donc oui, il a pas été cool. Il le sait très bien. Ça a été très, très dur. Bah, en fait, je sais pas quoi te dire parce que je sais toujours pas ce qui se passe dans sa tête et je comprends pas pourquoi il part. Ça donne quand même, des éléments et en fait, le truc, c'est que tu as enlevé ton stérilet et donc effectivement, à partir de là, il sait que, si vous avez des rapports et qu'il se protège pas, ça peut arriver. Ça veut dire qu'il y a un manque de prise de responsabilité qui est présent, c'est un fait. Il a pas pris sa responsabilité à ce moment-là. Donc là, te laisser toute seule avec ton choix, c'est pas responsable, quoi. Alors j'ai un élément de réponse quand même, je à charge que il me donne quand même des éléments, je vais chercher, hein, je pose beaucoup de questions, je commence à beaucoup demander: «Mais il y a quelqu'un?» «Non, non, il y a personne, il y a personne». Je reconnecte, ce week-end-là, il s'est passé quelque chose. Il me dit alors il aurait pu se passer quelque chose, c'est ce qu'il me dit. Il aurait pu se passer quelque chose avec une fille, mais il s'est rien passé et c'est pas pour ça que je te quitte. Donc OK. J'ai ce seul petit élément de réponse et ce qu'il me dit par contre, c'est que, en fait pendant 7 ans, toutes les décisions que tu as prises, j'étais pas d'accord avec ça. Globalement que toutes les décisions qu'on a prises, il me dit qu'en fait, ce sont mes décisions, que lui n'était pas d'accord avec ça et qu'en fait, il a pas la vie qu'il avait envie d'avoir. Donc, en fait, c'est pas juste moi qui quitte, c'est ce que je comprends un peu au fur et à mesure, c'est, la vie qu'il a. Il a pas envie d'être dans le Nord, il a pas envie d'avoir ce boulot-là, il a pas envie d'avoir cette vie de famille-là, la rupture, elle est, avec tout, avec toute la vie qu'on a. Parce qu'il n'est plus en contact avec nos amis de cette époque-là, alors qu'on très famille, parce qu'on est loin de nos familles et il veut retrouver sa vie d'avant. Donc ce week-end qu'il avait eu, avec son ami, avec ses amis de lycée, en fait, c'est cette vie-là qui lui manque et il veut retrouver ça. Sauf qu'il a 30 ans, qu'il est papa, en fait, tu peux plus vraiment retrouver cette vie-là. Spoil alert, mais ça, il peut le découvrir que par lui-même.
et il me dit qu'en fait, il n'est plus heureux avec moi. Donc outre le fait qu'il ne m'aime plus, il n'est plus heureux. Et ça, pour moi, en fait, sur le coup, bon, de toute façon, tout ce qui s'est passé est tellement violent que j'ai pas de réponse. Mais en fait, je me sens même pas de me battre pour le récupérer parce que moi, de me dire: «Je ne t'aime plus et je ne suis pas heureux», je vois pas ce que je peux faire. Je sais pas contre quoi je me bats, donc je peux pas me battre. Je dis: OK». Enfin, j'ai pas d'autre chose que d'accepter. Je réfléchis quand même un petit peu. Genre, je sais que alors mes parents étaient aux États-Unis à ce moment-là. Je me souviens que je leur envoie un message. Je parlais de ça à personne pendant une semaine et je leur envoie un message. Je dis: «En fait, j'ai un problème, c'est que je suis enceinte et que Benoît m'a quittée». Sympa le message en pleine nuit pour mes parents. Du coup, mes parents me répondent tout de suite en me disant: on arrive à Paris», enfin, ils revenaient des États-Unis, je sais pas, dans 2 jours et c'était juste avant qu'on ait la deuxième discussion. Je leur ai dû leur en parler dans la semaine et du coup, ma mère, en fait, était à l'aéroport à Paris. Elle attendait que j'ai la discussion avec Benoît et quand je l'ai rappelé, que je lui ai dit: il part», elle m'a dit: «OK, j'arrive». Donc ma mère est arrivée tout de suite. Elle est restée avec moi toute la semaine. Ouh, ça fait remonter des émotions et je prends la décision de pas garder ce bébé, qui est très, très difficile. Quelques années après, c'est toujours le cas. Ouh, je m'attendais pas à ça. En fait, ce qui était dur pour moi, c'est que j'ai fait une fausse couche qui a été catastrophique, parce on m'a donné du Cytotec à l'époque, qui est le médicament qu'on donne en cas d'IVG et donc en fait, j'étais terrorisée au-delà même de ce que je prenais comme décision. J'étais terrorisée par le fait de reprendre ce médicament qui m'a fait avoir des contractions et des hémorragies pendant 2 mois globalement. Enfin, ça a été catastrophique. Donc en fait, je prends pas cette décision pour moi parce que je le voulais vraiment ce deuxième bébé et je me dis: «En fait, il va arriver dans quel monde?» Enfin, on a une petite fille. Ça aurait été un premier bébé, je l'aurais gardé, très clairement. Mais un deuxième enfant ou une petite fille extrêmement désirée, aimée par son papa, ça va être quoi l'histoire de ce deuxième? Je suis persuadée que c'est un petit garçon, j'en sais rien, hein, j'étais enceinte d'1 semaine et je me dis: «C'est quoi son histoire?» Il va arriver, il est le bébé de la rupture. Enfin, je peux pas faire ça à un enfant, je suis maman, je ne peux pas faire ça à un enfant. Donc je prends cette décision, mais je la subis. Je suis toute seule. Je le force à venir avec moi au planning familial. Ma mère, très concrètement, l'a fracassé. Elle l'a chopé une fois où il venait, dans la semaine, là, récupérer, notre fille et elle l'a pas engueulé, mais on a cette capacité dans la famille à, sans crier, à taper là où ça fait mal. Donc je sais plus ce qu'elle lui a raconté, mais il est parti en pleurant. Enfin voilà, elle l'a fracassé. Il est venu avec moi au planning familial, on a été reçus, on a été très bien accueillis. J'ai été très, très, très bien pris en charge et ce petit bébé, paillette, parce qu'il avait quelques semaines, est parti sans faire de bruit. Donc j'ai eu 0 symptômes de grossesse et j'ai même eu 0 saignement d'IVG. Il a compris, ce petit bébé, qu'il fallait pas se manifester. Donc je me retrouve, 28 ans, je perds, l'amour de ma vie, mon meilleur ami, ce bébé, je suis toute seule dans le Nord, parce qu'au bout d'un moment, ma mère repart, hein. Moi, j'ai rien dans le Nord, en fait. Je suis là pour lui, dans une grande maison, toute seule, parce qu'il va chercher un appart, il va partir et qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Donc on met en place une garde, c'est moi qui ai la garde, ça se pose même pas la question parce que, on était très fusionnels. Il m'a dit qu'il avait jamais trouvé sa place de papa, en fait. Il le voit quand même sa fille, enfin il est impliqué, il vient, il la prend après un week-end sur 2, il la prend 1 ou 2 nuits dans la semaine. Enfin, on a quasiment une garde, où il la voit, quoi, pendant 1 an et donc pendant 1 an, moi, je n'ai jamais plus d'explications que ça, hein, soyons bien d'accord, 0 explication et je rencontre quelqu'un assez rapidement. Je me remets en couple, alors c'était pas le projet, parce que j'ai choisi ce gars-là en me disant: «C'est tout l'inverse de Benoît, j'aime pas du tout, comme ça je vais pas m'attacher». Tu te mets avec un mec que t'aimes pas du tout? Ouais et en me disant: «Je vais pas m'attacher» et je me suis attachée. Voilà, donc voilà, c'était pansement, c'était une relation chaotique, enfin nulle. Oh, j'en parle pas plus, voilà. 1 an de relation. Je décide de rentrer dans le sud. OK. Avec ta fille? On en avait toujours parlé globalement, ce qui a en fait, les gens n'ont pas compris, à notre séparation pourquoi, tout s'est déroulé, pof, 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 pof. C'est que quand on était ensemble, que ça allait bien, on a, toujours discuté de: «Et si un jour on se sépare, qu'est-ce qu'on fait?» Et donc en fait, le jour où c'est arrivé, on a fait ce qu'on avait toujours discuté.
Donc je lui avais dit: «Beh, moi, tu sais, si on se sépare, j'ai rien à faire dans le Nord». Il me dit: «Oui, oui, je comprends». Donc c'est pas enfin, il s'est pas opposé au fait que je rentre dans le Sud. On a mis en vente la maison. Il a quitté son travail. Il a mis un peu de temps, mais Donc il est parti avec toi dans le sud aussi? Enfin, il est parti en même temps que vous dans le sud? l'année d'après, elle est rentrée, à l'école, chez mes parents et lui, il est arrivé au confinement. Mais du coup, quand même, vous vous relocalisez dans le sud, chez vous, en quittant le nord où tu te sentais complètement isolée. Lui, il a refait sa vie avec quelqu'un ou pas? Ah, on y arrive! 1 an après, donc on vend la maison, je fais mes cartons, je sais pas pourquoi, il y a son ordi qui est revenu parce que pendant un moment, il a habité dans la maison. J'ai besoin d'imprimer un truc, j'allume son ordi, ça ouvre ses mails et je me dis, «Oh, je regarde». Je savais qu'il avait quelqu'un à ce moment-là, je l'ai su, mais donc je vois un mail d'une fille et je vois donc, un mail de sa copine. Je dis: «Ah!» Je suis curieuse parce qu'il m'en avait pas beaucoup plus dit. Donc je prends l'adresse mail, je copie dans la barre de recherche et c'est pas bien de faire ça, mais j'ai eu des réponses. Donc d'un coup, moi qui étais hyper naïve en me disant: «Oh, je vais voir à quoi ressemble sa copine», ça me met plein de mails et d'un coup, ça me met des mails août 2018. On était ensemble, en fait, donc je lis les mails. Donc en fait, c'est une fille qui était là à ce week-end-là. C'est une copine de sa copine. Beh, du coup, je comprends. En fait, depuis le début, il y a quelqu'un et juste, il me l'a pas dit. En fait, j'aurais peut-être évité 1 an de thérapie. Il me disait: «J'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureux et ça me remet tout en question et je m'en vais». J'aurais su contre quoi je me battais. Là, je savais pas. Et du coup, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait des années de thérapie pour comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis une sorcière, c'est moi qui décide de tout, je suis une dictatrice, voilà, j'impose ma vie aux gens, enfin, je me remis énormément en question. Bah, peut-être c'était pas la peine. Tu le confrontes ou pas? Bon, on est quand même 1 an après, mais d'un coup, ça me met très, très en colère. Ça m'a tenue parce que donc Boulogne-sur-Mer, Marseille, j'ai fait mon déménagement, le lendemain. C'était vraiment j'allais partir, et lui était en vacances avec notre fille et donc pendant tout le trajet, ça m'a tenue par les nerfs. J'étais en colère. Je lui écrivais, je l'insultais, il me l'a dit de toute façon depuis le premier jour de la séparation, il comprenait pas pourquoi j'étais calme et gentille avec lui. En même temps, je savais pas pourquoi il partait et donc il m'avait dit: «Mais si tu as envie de m'insulter, tu peux». Je m'en suis souvenue, j'ai dit: «Allez, ça y est, là c'est ton moment, je vais t'insulter». Au petit matin, j'avais l'adresse mail de cette personne. Je lui ai envoyé un mail où je lui disais que alors je me souviens plus de tout. Je sais que je l'ai fait lire à ma meilleure amie, elle m'a dit: «Ouf, elle doit être, en PLS dans son lit». J'ai piqué où ça faisait mal, mais en gros, je lui ai dit: «Mais tu as détruit ma famille, en fait, pour, une petite histoire, d'un week-end et est-ce que ça en valait la peine?» Bah, c'est pas elle avec qui il est? Si, si, mais ils se voient pas beaucoup, enfin, c'est pas non plus une histoire extraordinaire. Lui, voilà, je me suis beaucoup fâchée, c'est pas justifié. Pour lui, il s'était rien passé. Il n'avait rien fait physiquement avec cette fille, mais dans le mail, elle lui répond: «Je t'aime», dans le mail de un week-end. Je dis: «Beh, si, en fait, pour moi, c'est plus qu'une infidélité, en fait, vous êtes amoureux, je m'en fous que vous ayez pas couché ensemble, en fait, c'est pas grave ça». Mais pour lui, 6 ans après, il est pas parti pour elle, hein. Est-ce que toi, quand tu apprends, donc ce qu'il t'avait caché sur votre rupture, est-ce que ça t'aide quand même à te délester et à trouver la force, d'avancer vers autre chose? Oui, tout à fait. Je comprends, en fait. 1 an après, je comprends un peu plus, j'ai plus de réponses. Il m'en manquera toujours, mais ça m'a aidée et j'aurais aimé qu'il me le dise plus tôt pour que, j'avance plus vite. J'avais pas de colère, en fait, envers lui. Là, j'ai pu passer dans les phases du deuil, c'est important, la colère et là, du coup, j'ai pu avoir de la colère. Donc ça m'a aidée. J'ai pas tourné la page à ce moment-là. Ça a resté pour moi toujours l'amour de ma vie et cetera, mais ça m'a quand même beaucoup aidée de comprendre. Aujourd'hui, on est combien de temps plus tard après, ce retour dans le sud? Donc 1 an après votre rupture? Ça fait 5 ans que je suis dans le sud, donc ça fait 6 ans qu'on est séparés, 5 ans que je suis dans le sud. Là, on est quasiment à autant de temps de séparation que de relation.
À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi? Globalement, on s'est toujours très, très bien entendus, en fait. Moi, j'ai tout de suite, j'étais pas en colère contre lui, je gardais pour moi, je voulais pas que ça impacte ma fille non plus, je voulais que ça se passe bien. Je déteste le conflit, on s'est jamais disputés pendant 7 ans, je voulais pas que ça commence là. Il y a eu des petites tensions, mais voilà, je voulais qu'on reste, en très, très bons termes et on l'est resté. Là, ça fait quelques années qu'on est séparés. On a toujours fait des choses ensemble. Pour moi, c'était ce qui était difficile dans la séparation pour notre fille, c'est qu'elle n'allait pas avoir de souvenirs de ses parents ensemble. Alors que c'était pas une relation qui se passait mal et donc moi, ça m'embêtait qu'elle n'ait pas de souvenirs de ses parents ensemble. Donc mon délire à moi, c'était qu'on ait une maison mitoyenne et qu'on soit des coparents et qu'on vive comme chez les hippies et que ça soit très bien. C'était pas son envie à lui. J'ai pu le réaliser quand même parce qu'on a été confinés ensemble, chez mes parents. Donc on avait chacun notre chez soi et ma fille passait un jour chez l'un, un jour chez l'autre. C'était voilà, ça c'est mon idéal de vie. Mais c'était pas faisable tout de suite. Peut-être que ça arrivera un jour, mais il a fallu quand même qu'il y ait quelques années pour qu'on tourne la page chacun. Parce qu'on a quand même eu des petites rechutes l'un vers l'autre quelquefois, hein, que les gens ne savent pas forcément. Et c'est pour ça que je comprenais d'autant plus pas, en fait. C'est que, il revenait vers moi, donc je comprenais pas. OK. Mais aujourd'hui, vous êtes séparés. Est-ce que toi, tu as retrouvé quelqu'un? Oui, Donc toi, tu es en couple aujourd'hui? oui, je suis pacsée, j'ai un chéri, on habite ensemble, j'ai retrouvé ma petite maison, nouvelle maison, mais voilà. Lui a eu quelqu'un pendant longtemps. Là, en ce moment, il est seul et je pense qu'il a beaucoup évolué de son côté. Maintenant, il a conscience que le temps passe vite, que le plus beau lendemain ne nous rendra pas la veille et il s'implique, de plus en plus avec sa fille. Bon, il a toujours été impliqué, mais c'était quand même un papa d'un week-end sur 2. Là, je vois que ça l'affecte de pas la voir. Là, notre fille a 9 ans et il réclame à ce qu'on passe des temps ensemble, des temps aussi tous les 3. Donc c'est ce qu'on fait de plus en plus et pour moi, c'est très important. Toi, quand tu regardes cette histoire, quelle est la leçon principale ou l'enseignement principal que tu tires de cette histoire en termes de relations amoureuses? Alors moi, un peu comme, sur ma fausse couche, on va dire que j'avais une grande naïveté et là où je lui en voudrais toujours, c'est qu'il m'a enlevé cette naïveté, en fait et depuis, j'arrive pas. Tu vois que quand j'écoute les podcasts, il y en a beaucoup qui m'énervent dans les histoires parce que je me dis: «Non, ça n'existe pas ça» et ça m'énerve d'avoir perdu cette naïveté-là. Donc moi, l'amour toujours, j'y crois plus et enfin, c'est horrible parce que je viens de dire, j'ai un chéri, je suis pacsée, on habite ensemble mais le côté, le bon, c'est quand on se pose jamais la question. Alors ça, c'était ma vérité, c'était pas la sienne, parce que lui, il se pose des questions. Donc c'est ce que je conclus après tout ça. Mais c'est que depuis, c'est impossible de pas se poser de questions pour moi. J'ai jamais retrouvé une histoire où c'est limpide. Depuis, je doute, depuis j'ai du mal à être en couple, beaucoup. J'ai découvert la vie seule et limite ça me va. Donc le couple est difficile pour moi. Est-ce que tu as un conseil que tu veux donner, aux auditeurs et aux auditrices? Alors ce qui est ouais, le pourquoi je fais ce podcast, de base, c'est que, j'ai perdu mon amour. On n'a plus ce couple amoureux, mais par contre, on est toujours des parents et on est toujours des amis. J'ai mis le temps à retrouver mon meilleur ami. Moi, je dis à tout le monde: «J'ai eu un enfant avec mon meilleur ami» et on est toujours hyper en phase sur l'éducation de notre fille. On s'entend hyper bien. Ça reste, si j'ai un problème, c'est la personne que j'appelle et vice versa. On est toujours très, très proches. Si j'ai un message à faire passer, c'est que quand on se sépare, c'est pas parce qu'on n'est plus un couple d'amoureux que la personne ne peut pas être importante dans notre vie et que ça se passe bien. Une séparation, ça peut bien se passer. Autant je disais pendant un temps, on a peut-être loupé notre relation, mais on réussit notre rupture. Même si ça a été très, très difficile, j'ai passé du temps à expliquer: «Oui, c'est pas cool ce qu'il m'a fait, mais on peut pardonner, on peut passer à autre chose et pour le bien de l'enfant», parce que ça, si c'est un moi, je dis pas que c'est mon ex, je dis: «C'est le père de ma fille», mais le père de ma fille, il restera dans ma vie à vie parce qu'on a un enfant et je trouve ça hyper important de bien s'entendre et d'avoir une relation apaisée. Voilà. La colère et cetera, il faut que ça passe par là, mais il faut passer à autre chose pour le bien de tout le monde et c'est possible de réussir sa séparation. Merci beaucoup Estelle pour ton témoignage, c'était très émouvant. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast.
Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. McCrispy strips are now at McDonald's. Tender, juicy, and its own sauce. Would you look at that? Well, you can't see it, but trust me, it looks delicious. New McCrispy strips, now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.